Bonjour, aujourd'hui le deuxième des empereurs romains après Auguste, Tibère. Après moi, que le feu fasse disparaître la terre. Tibère. « 2000 ans d'histoire. Après moi, que le feu fasse disparaître la terre, avait dit Tibère, peu de temps avant de mourir le 16 mars 37, dans une villa de la baie de Naples. On raconte que, sentant sa dernière heure arriver, ce vieil empereur de 76 ans avait retiré sa bague pour la donner à son successeur Caligula. Puis il l'aurait remise à son doigt, comme s'il ne voulait pas renoncer au pouvoir qu'il exerçait depuis 23 ans sur l'empire le plus puissant du monde. On dit aussi que pour accélérer sa mort, Caligula l'aurait fait étouffer dans son lit. Cela fait partie des légendes qui ont fait de Tibère un tyran tellement détesté par les Romains qu'en apprenant sa mort, il voulait qu'on jette son corps au Gémonies, ce rocher du Capitole où les cadavres des condamnés étaient livrés à la foule avant d'être jetés dans le Tibre. C'était, il y a près de 2000 ans, la fin pitoyable d'un des règnes les plus tragiques de l'Empire romain. Sénateurs, mes amis, notre empereur bien-aimé Tibère Claude est mort. Nous allons donc ramener son corps à Rome. Nous nous devons de lui offrir les funérailles les plus grandioses qui soient. Repose Tibère César. Ave Caligula César. Lorsque notre bien-aimé Tibère était à l'avenir... Que l'on jette au Tibre le corps de Tibère! Aujourd'hui, commence pour vous une ère nouvelle. Catherine Salle, bonjour. Bonjour. C'était Caligula devenant César, c'est-à-dire empereur de Rome à la mort de Tibère. Alors personne n'imaginait que le règne qui commençait serait presque aussi sanglant que celui qui venait de se terminer, car s'il est moins connu que Caligula, Tibère avait une réputation détestable, aussi détestable que Caligula, et pourtant, vous le rappelez dans une biographie de Tibère, publiée il y a quelques années chez Robert Laffont, eh bien son rôle, sa place dans l'histoire de l'Empire romain a été beaucoup plus importante que celle de Caligula. Oui, Caligula d'ailleurs n'a régné que 4 ans et Caligula était fou, c'était tout à fait un autre personnage. Mais Tibère est celui qui a assuré la continuité de l'Empire à la mort d'Auguste. Parce qu'à ce moment-là, étant donné qu'Auguste n'avait jamais aboli la République, on pouvait reprendre les modes d'une République, c'est-à-dire avec un pouvoir partagé entre des magistrats et des sénateurs. Or, Tibère, qui avait été nommé héritier par Auguste, va plus ou moins contre son gré, continuer la tradition impériale. Oui, parce qu'il avait plutôt des sympathies pour la République, comme beaucoup de Romains. Ils se sont dit, à la mort d'Auguste, on va restaurer la République. Tibère le pensait peut-être, mais il a fait le contraire. Oui, c'est vrai qu'il était d'une famille, il avait une tradition républicaine dans sa famille, et il ne se sentait pas l'âme d'un empereur, ça c'est vrai. Il était pour la Rome des siècles passés. Mais il a été acculé par Auguste, qui n'avait plus d'héritier, et qu'il avait nommé héritier quelques années avant sa mort. Alors il consolide les institutions, et notamment quelque chose qui rend d'ailleurs très compliqué la hiérarchie des empereurs romains, la succession des empereurs romains, c'est que le droit de succession n'est pas très simple à définir. Tibère, vous le rappelez, n'était pas le fils d'Auguste, pas plus d'ailleurs que Caligula n'était le fils de Tibère. Alors comment ça se passait? Il y avait un principe d'adoption, Catherine Salle. Ce qui s'est passé, c'est que Auguste avait dit donc qu'il n'abolissait pas la République. Donc en théorie, il ne devait pas avoir de successeur. Mais toute sa vie, Auguste a pensé à ce qui lui succéderait. Comme il n'avait qu'une fille, il lui fallait trouver un successeur dans des gendres. Et à 3 reprises, il va marier sa fille, mais les 2 premiers maris disparaissent, les enfants de sa fille, les 2 fils de sa fille disparaissent aussi, et c'est le 3e mari qui va finalement se trouver chargé de la succession de l'Empire. Alors on s'y perd un petit peu dans ces successions. Tibère, lui, c'est le fils
de la femme qu'avait épousée Auguste, mais Tibère était né avant ce mariage, donc c'était le beau-fils d'Auguste que Auguste va désigner comme successeur. Alors une femme extrêmement ambitieuse pour son fils, auquel Auguste confiait très vite des missions dans tout l'Empire romain, envoyant Tibère en Espagne, en Arménie, en Gaule, dont il a été gouverneur, et puis sur le Rhin, où Tibère allait se distinguer à la frontière de l'Empire. Tibère, tu pars rejoindre nos troupes en Germanie. Oui, César. Oui, je suis certain que tu serviras bien. N'oublie pas qu'il nous faut de bons généraux. L'Empire ne peut survivre sans vous. Je te souhaite toute la chance du monde et toutes les muses. Il ne m'aime pas. Nous ne pouvons pas être aimés de tout le monde, mais nous pouvons au moins essayer de plaire. Tu es mon fils et je suis la femme d'Auguste. Tu vois où tu es aujourd'hui? À longue échéance, tu es mieux placé que quiconque. Il y a 20 ans aujourd'hui, Auguste régnait avec Marc-Antoine, mais je savais que ça ne pourrait durer. Je savais que bientôt, l'un disparaîtrait, l'autre deviendrait roi. Alors j'ai divorcé de ton père, j'ai épousé Auguste. Et puis j'ai attendu. Mais surtout, j'ai interrogé les auspices quand tu es venu au monde et ils t'étaient favorables. Sois brillant sur le Rhin. Et Tibère va se distinguer en effet sur le Rhin, poussé par sa mère, Livie, donc la femme d'Auguste, mais qui avait une ambition folle pour son fils. Pour ses fils, parce que Tibère avait aussi un frère qui s'appelait Drusus, qui est mort malheureusement très jeune. Il a été tué justement en Germanie. Et Drusus aurait fait certainement un empereur beaucoup plus apprécié des Romains que son aîné, Tibère. Et donc c'est Tibère qui C'est Tibère, donc qui est à la fois le beau-fils et le gendre d'Auguste. Oui. Et alors, qui accepte tout d'Auguste? Il accepte d'Auguste, par exemple, Auguste demande à Tibère de divorcer pour épouser une de ses filles. Sa fille, la fameuse Julia, dont les aventures amoureuses ont été très nombreuses et très commentées par les Romains. Et Auguste n'avait qu'un souci, c'était de la marier. Il l'a mariée donc 3 fois. Et la 3e fois, il n'avait plus que Tibère à lui faire épouser, c'est-à-dire son beau-fils. Mais Tibère était marié. Il avait une femme qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Vipsania, dont il avait un fils. Et Auguste impose à Tibère de divorcer de Vipsania. Et ça a été pour Tibère un des grands déchirements de sa vie, parce qu'il aimait beaucoup Vipsania. Et les historiens racontent que quelques années plus tard, étant mis par hasard en présence de Vipsania, il s'est mis à pleurer. On lui faisait quitter une femme qu'il aimait, qui était la mère de ses enfants, pour épouser une femme dont la vie était quand même très sujette à critique et qui n'avait aucun intérêt pour lui. Ça, d'ailleurs, ils ont très rapidement vécu l'un sans l'autre. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons, Catherine Salle, il est encore loin d'être empereur, et malgré la manière dont il s'est distingué dans ses campagnes, notamment en Germanie, eh bien, brusquement, il quitte Rome, il va partir pendant 8 ans dans une île, comme plus tard ce sera Capri, mais à ce moment-là, c'est Rhodes, comme s'il n'aimait pas ni le monde, ni le pouvoir qui est très près de lui. Je crois que là, il y a peut-être des raisons quand même plus précises, c'est qu'il était le mari de la femme qui avait je ne sais pas combien d'amants à Rome. C'était quand même pas très agréable de se savoir codifié, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot, avec toute la noblesse romaine. Et par conséquent, ne pouvant supporter ça, il est parti, et donc effectivement, il s'est installé dans l'île de Rhodes, une île qui était célèbre à l'époque par ses écoles philosophiques. Et pendant toute la période qu'il passe à Rhodes, il va suivre un certain nombre d'écoles philosophiques. Il va devenir d'ailleurs très instruit dans les grands mouvements de la philosophie grecque. Un empereur cultivé, il préfère peut-être les livres encore au pouvoir. Oui, enfin, un empereur, il ne l'est pas. Il n'est pas, non. Il revient justement à Rome, où après la mort de ses 2 petits-fils, eh bien, Auguste fait de Tibère son fils adoptif, mais Tibère devra encore attendre 10 ans avant de devenir empereur à 54 ans, le 2e empereur de Rome, le 17 septembre 14. Auguste est mort. Le monde va s'effondrer. Es-tu allé au Sénat? Ils ont lu le testament. Qu'ont-ils décidé, alors? Ils ont demandé à Tibère de succéder à Auguste. Et je suis bien sûr qu'il a dit oui. Il a dit oui. Devant l'insistance du Sénat et du peuple de Rome, j'accepte en toute humilité les plus hautes fonctions de notre grande République. Désormais, tu es César. César. César, empereur de Rome et maître du monde.
Alors César, c'est évidemment le nom, je l'ai dit, qu'on donnait aux empereurs romains. Alors une charge qui, dès le départ, semblait l'effrayer, Catherine Salle. Vous dites qu'il citait souvent ce poème de Terence, « Je tiens le loup par les oreilles et je ne sais ni comment le lâcher, ni comment le retenir », comme s'il avait peur du pouvoir. Il a certainement peur de cette forme de pouvoir. Parce que là, il est empereur maintenant. Oui, il est empereur. Âgé, 54 il aurait été ans. certainement un très bon magistrat dans les institutions républicaines, Ouais. c'est-à-dire avec des formes de pouvoir bien délimitées. Là, il ne savait pas très bien dans quoi il s'avançait. Parce que Auguste était une figure charismatique. Et Auguste avait le don de faire accepter toutes les illégalités qu'il faisait. Alors que Tibère est beaucoup plus... c'est un militaire, il est beaucoup plus carré. Et il n'a pas cette séduction qu'a eu Auguste auprès de son peuple et auprès de toutes les classes de la société romaine. Et en plus, comme ça se passera à toute succession, quand on passe d'un empereur à l'autre, il y a de l'agitation, il y a, au moment où il arrive au pouvoir, au moment où il devient empereur, Tibère doit faire face à des révoltes dans ses légions, dans les provinces aussi de Rome, et tout ça, il va réussir à maintenir l'Empire et ses frontières. Il y a eu effectivement deux grandes révoltes de légions, l'une en Pannonie, c'est-à-dire à peu près la Hongrie actuellement, et l'autre en Germanie. Et il va envoyer son fils Drusus, un autre Drusus, qui n'est pas... Il y a beaucoup de Drusus, on mélange tout. Là. Et son fils adoptif et prince héritier, Germanicus. Ouais. Et ces deux généraux, qui sont aussi de très bons généraux, vont arriver à calmer les légions et donc à rétablir la paix sur les frontières de l'Empire, parce que ces légions menaçaient de marcher sur Rome et de renverser probablement Tibère. Alors lui-même, qui a tant voyagé avant d'être empereur, ne bouge plus de l'Italie. À un moment donné, il va même se retrouver à Capri, mais on n'y est pas encore. Et il déconcerte aussi un peu la population. Autant Auguste était un personnage fastueux, qui aimait le luxe, qui aimait les fêtes. Lui, en revanche, il mène une vie très simple. Il refuse tous les titres honorifiques qu'on veut lui confier. Quand on lui dit maître, il refuse qu'on l'appelle comme ça. Ah oui, tout à fait. Pourtant, il est arrivé dans la maison d'Auguste, il avait à peu près 7 ans. C'est pas très vieux, mais dans la maison de son père, son véritable père, il avait été élevé selon des principes républicains. Et par conséquent, il y a des mots qui, pour les Romains de la République, sont insupportables à entendre, comme roi, comme maître. Et il ne pouvait pas accepter cela. En plus, il manquait du charisme d'Auguste, ça c'est très net, et il ne plaisait pas aux foules, à la plèbe romaine, parce que il n'aimait pas participer aux distractions de la plèbe. Il n'allait pas aller au jeu du cirque, il y allait quand même, parce qu'il était obligé. Il y allait quand même, mais vraiment très contraint et forcé, et ça le peuple l'avait très bien senti, et il reprochait à ça. Il disait, mais un empereur, il doit se montrer tout le temps, il doit être dans toutes les distractions du peuple, et ce n'est pas un véritable empereur que nous avons. Et puis alors, surtout, le peuple se tourne vers un homme qui a un charisme considérable, justement, vous l'avez dit, Catherine Salle, dont Tibère a fait son fils adoptif, qui est ce général vainqueur des Germains, et qui s'appelait justement Germanicus. Alors Germanicus est un personnage tout à fait extraordinaire, que les anciens ont comparé à Alexandre le Grand. Parce qu'il paraît qu'il avait la beauté d'Alexandre le Grand et qu'il avait le charisme d'Alexandre le Grand. C'était le neveu de Tibère, c'était le fils de son frère Drusus, et Germanicus était le frère d'ailleurs de l'empereur Claude, c'est la même famille tout cela. Et alors Germanicus était un jeune général que Auguste avait imposé à Tibère comme fils adoptif. C'est pas Tibère qui l'avait choisi, c'était Auguste. Et Germanicus était apprécié des armées, du peuple, surtout parce que il apparaissait en public avec sa famille. Alors il avait une famille extraordinaire parce qu'il avait sa femme, Agrippine, attention, c'est pas la mère de Néron, c'est la grand-mère de Néron, et il a eu 10 enfants, dont 6 sont survécus. Et ces enfants ont été élevés dans les camps militaires parce qu'il était général, et Agrippine était à ses côtés dans les camps militaires, et les enfants étaient les mascottes des légionnaires. Parmi eux, il y avait tout simplement Caligula qui porte ce nom, Petite Chaussure, parce que les légionnaires appelaient comme ça. Voilà, tout à fait. Donc c'était l'inverse. Tibère était seul, il n'avait pas plus d'épouse depuis longtemps, il n'avait pas de femme directement dans sa famille, alors que Germanicus, lui, était beau, il était bon, d'après ce que l'on dit. Enfin, là aussi, il faut tenir compte peut-être du mythe et de la réalité. Mais comme il est mort très jeune, les historiens ont fait extrêmement d'éloges sur ce personnage. Alors justement, il meurt en Syrie en 19, et aussitôt, la population soupçonne Tibère de l'avoir fait assassiné, alors que c'était son fils adoptif, mais peut-être, pensait-on, parce qu'il avait l'ambition, au fond, de remplacer Tibère. Oui, Germanicus meurt effectivement dans des conditions très mystérieuses en Syrie.
parce qu'on a trouvé dans sa maison des tablettes d'envoûtement, et ça les Romains avaient très peur des tablettes d'envoûtement, et puis parce que son cadavre présentait manifestement des traces d'empoisonnement. Il y avait une couleur qui correspondait à un empoisonnement. Et immédiatement à Rome, quand on a su cela, on a dit que le gouverneur de Syrie avait suivi les ordres de Tibère et avait empoisonné Germanicus. Et cette rumeur va augmenter encore plus lorsque Agrippine, la veuve de Germanicus, fait une rentrée spectaculaire en Italie, en débarquant à Brindisi, en tenant devant elle l'urne contenant les cendres de Germanicus, et suivie de ses plus jeunes enfants, qui avaient 4 ou 5 ans à peu près. Et le peuple romain va être bouleversé par cette veuve éplorée, par ce jeune prince qu'ils aimaient beaucoup et dont il ne reste plus que des cendres, et par cette famille si aimée du peuple romain. Alors là, c'est là que tout bascule. Brusquement, cet empereur, qu'on n'aimait pas trop, mais qu'on détestait pas trop, qui semblait plutôt se tirer plutôt bien d'affaires, qui était Tibère, brusquement, son règne va devenir extrêmement brutal, pratiquement tyrannique. Il quitte brusquement Rome, d'abord il va en Campanie, et puis il va s'installer définitivement à Capri, d'où il ne reviendra jamais dans sa capitale. On s'est toujours demandé pour quelle raison, Catherine Salle, parce que c'est quand même bizarre, cet homme qui est au sommet d'un pouvoir immense, brusquement il fiche le camp, il s'isole dans une villa extraordinaire d'ailleurs qu'il a fait construire à Capri. Il y a certainement eu chez Tibère un délire de la persécution qui s'est accru avec les années. Il avait l'impression que, comme il n'était pas aimé, tout le monde lui en voulait, que tout le monde en voulait attenter à sa vie. Dans son imagination, qui devient de plus en plus malade, il pense qu'à Rome, il n'est pas protégé. Il pense que, d'une part, dans ses villas de campagne, mais il ne reste pas très longtemps, mais à Capri, personne ne peut venir l'attaquer puisque Capri, l'île à l'époque était entourée de rochers à pic et il était très difficile d'aborder à Capri. Et même à un moment, un pêcheur qui était arrivé jusqu'à sa maison en lui apportant un magnifique poisson qu'il venait prendre, Tibère a eu tellement peur qu'il a fait exécuter le pêcheur sur le champ parce qu'il s'est dit si lui a pu parvenir jusqu'à moi, ça veut dire que d'autres pourront le faire. Alors cela dit, de Capri, il continue encore à gouverner, en tout cas à donner des ordres au Sénat à Rome. Une fois encore, l'empereur nous écrit depuis Capri, demandant déjà une nouvelle arrestation. Cela a d'abord été le tour d'Agrippine et de son fils aîné Néron César, et aujourd'hui c'est celui de son second fils, Drusus César. Aucun document n'est produit devant le Sénat pour justifier cette décision. On ne sollicite que notre acquiescement, que notre signature, comme on peut le demander à une épouse docile. Membre du Sénat, ma signature ne peut être obtenue sur simple demande. Tout ce qui peut nuire à l'autorité de l'empereur ne peut que saper les fondements de l'État. Membre du Sénat, je vous pose la question. Peut-on procéder à l'arrestation de Drusus César? Non. 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 Oui. Oui. Et ces arrestations auront lieu. Alors là, c'est le début vraiment d'une page très sombre du règne de Tibère, qui durera jusqu'à sa mort, et où Tibère, en fait, délègue ses pouvoirs, et toutes les condamnations qu'il proclame, en fait, elles sont demandées par quelqu'un qui joue un rôle de plus en plus important, bien qu'il ne soit pas consul ni sénateur, qu'il n'appartienne pas à la famille royale, mais qui va exercer véritablement le pouvoir à Rome, c'est Séjan, qui était le préfet du prétoire. Le préfet du prétoire. Alors Séjan était d'origine assez modeste, mais il avait sauvé la vie de Tibère lors d'un accident qui s'était déroulé dans une des villas de Tibère, qui s'appelait Sperlonga, et où il y avait une grotte artificielle et naturelle, et une salle à manger dans cette grotte. Et pendant que Tibère et plusieurs de ses amis prenaient un repas dans cette grotte, tout d'un coup, il y a eu une partie de la grotte qui s'est effondrée. Et Séjan, qui était un homme très athlétique, a tenu à bout de bras le rocher qui était au-dessus de Tibère en attendant qu'il soit sauvé par ses gardes. Donc Tibère a dit, en voilà un au moins qui ne veut pas ma mort. Il pensait que c'était le seul qui ne voulait pas sa mort. Donc il va déléguer à Séjan
la majorité des pouvoirs, c'est-à-dire que effectivement Tibère, à partir de Capri, règne par lettres qu'il envoie à Rome, et ces gens les exécutent. Et ces gens devient, bien sûr, l'image même de Tibère, et aussi détesté que Tibère. L'exécuteur un peu des basses œuvres de l'empereur, c'est Tibère qui disait qu'il était l'associé de mes peines. Et effectivement, ces peines, ce sont souvent des peines de mort. On condamne à tour de bras. Ces gens, en fait, règlent ses propres comptes avec, par exemple, toute la famille de Germanicus. Il fait arrêter sa femme Agrippine, qui va mourir en exil, un des fils de Germanicus, qui va mourir de faim en prison, en mangeant la bourre de son matelas pour essayer de se nourrir, mais il mourra quand même de faim. Alors, ce qui avait de terrible, c'est que ces gens étaient arrêtés sur simple dénonciation avec un système assez épouvantable, vous le citez, qu'on appelait la loi de majesté. C'est-à-dire qu'il suffisait, au fond, de dénoncer quelqu'un, et en plus, c'était avantageux parce qu'on héritait de ses biens. Exactement. La loi de majesté était à l'origine une loi très secondaire qui existait sous la République romaine et qui permettait de condamner tout homme qui porterait atteinte à la majesté du peuple romain. C'était donc très vaste comme loi. Et Auguste déjà l'avait utilisé, mais Tibère va l'utiliser en fondant en quelque sorte son propre personnage dans le peuple romain. C'est-à-dire que quiconque portait atteinte, soit par des paroles, soit par des écrits, parce que c'est une période où énormément d'écrivains ont trouvé la mort, donc était accusé selon cette loi parce qu'il avait porté atteinte au peuple romain à travers son représentant, l'empereur. Et c'est vrai que comme Tibère va passer tellement d'années loin de Rome, il n'est plus tellement au courant de ce qui se passe à Rome, même s'il a des messagers qui viennent régulièrement l'informer, mais on peut lui dire ce qu'on veut, il n'est pas à Rome. Et par conséquent, ces gens et son groupe vont en profiter pour éliminer de la noblesse en particulier tous les gens qui auraient voulu qu'ils s'en aillent, quoi. Mais est-ce que ces gens avaient lui-même l'ambition de devenir empereur ? Probablement, parce que il va y avoir une lettre envoyée par Antonia. Alors Antonia était la mère de Germanicus à Tibère. Antonia et Tibère s'entendaient très bien. Et Antonia va lui révéler que ces gens a probablement pour maîtresse la bru de Tibère. Tibère a tellement peur en se disant, mais oui, c'est vrai, il convoite l'Empire, qu'il va envoyer un ordre de condamnation à mort pour ces gens. De votre empereur Tibère aux honorables membres du Sénat, j'ai entre les mains les preuves irréfutables d'un complot visant à assassiner votre empereur et à s'emparer des rênes de l'État. Ce complot a été fomenté et est dirigé par celui en qui j'avais placé toute ma confiance, Lucius Aelius Sejanus. Pour votre sécurité et celle de votre empereur, pour la sécurité du Sénat et celle du peuple de Rome, je demande l'arrestation de Lucius Aelius Sejanus et de tous ceux qui ont des liens avec lui. Signé Tibère, Claude, Néron, Drusus, César. Claude Edouard tue tout le monde, tous ses amis, tous ses parents, tout le monde. Les exécutions ont lieu sur toutes les places de la cité. Les marches du Sénat sont couvertes de morts. Ils ont même assassiné ses enfants. Ils ont violé la petite fille avant de l'égorger. Ils ont habillé le petit garçon comme un soldat. C'est fini. Nous allons disparaître. Épouvantable la mort de ces gens, Catherine Salle, vous le rappelez, parce qu'effectivement, comme on vient de l'entendre, toute sa famille, tous ses amis, tout le monde y est passé, en particulier ses deux enfants qui étaient deux petits-enfants, et la petite fille qui était vierge, bien entendu, elle avait 7 ou 8 ans, je crois, et on n'avait pas le droit de mettre à mort une vierge, et donc le bourreau va violer la petite fille avant de l'exécuter. Ce qui est terrible, c'est qu'au lieu d'apaiser la terreur, la mort, comme aurait pu le faire la mort de ces gens, ça va l'aggraver au contraire. Là, il y a une espèce de folie meurtrière qui s'empare, alors qu'il est encore à Capri, qui s'empare de Tibère. Et là, c'est vraiment la terreur, Catherine Salle. On dit par exemple qu'il fait venir des gens qu'il soupçonne de comploter contre lui, et puis il les jette du haut d'un rocher. Oui, ça, on ne sait pas très bien si c'est exact ou non, mais ce qui est certain, c'est qu'il envoie de Capri beaucoup de lettres de condamnation à Rome. Et il n'y a plus, à ce moment-là, nous sommes à la fin du règne de Tibère, il n'y a plus de personnages forts à Rome. Ces gens ont disparu. La noblesse, toutes les familles de la noblesse ont toujours été en bisbille les unes contre les autres. La famille de Germanicus n'est plus représentée que par le dernier fils, c'est-à-dire Caligula, mais qui est avec Caligula d'ailleurs qui craint pour sa propre vie, qui est à Capri. Tibère le fait venir à Capri avec lui, hein. Donc il a été élevé quand même par Tibère, hein, Caligula. Mais il y a aussi les filles de Germanicus. Il y avait 3 filles qui étaient déjà mariées et qui aussi essaient de faire tomber le pouvoir dans leur famille. Ce qui est extraordinaire aussi, Catherine Salle, c'est qu'on sent qu'il a envie de revoir sa capitale, qu'il a envie de revoir Rome. À un moment donné, il quitte Capri, il prend le bateau, il arrive devant Rome.
Et il repart, il n'ose plus revenir dans cette ville qu'il n'a pas vue depuis 10 ans, 11 ans. Oui, oui. Mais là, je crois que nous sommes quand même en présence d'un trouble psychique, nous sommes quand même dans un trouble paranoïaque. Là. C'est que Rome lui faisait peur. Ah, il voit les murailles de Rome et il tourne dos. Quoi. Alors comme les Romains ne le voient pas, on commence à imaginer des tas de choses. C'est là qu'intervient l'idée que à Capri où il se trouve, Tibère organise des orgies avec des petits enfants qu'il met dans sa piscine, qu'il appelle des petits poissons. Oui, alors là il y a tout ce que Suétone a raconté. Bon, il faut être quand même assez méfiant sur ces ragots, parce que, bon, ce qui se passait à Capri... Suétone qui a raconté ça bien plus tard. Hein, et on pense qu'en fait, il a utilisé les mémoires d'Agrippine, c'est-à-dire la femme de Germanicus, qui était très hostile, évidemment, à Tibère, et qui, dans ses mémoires, avait... évoquer le stupre et les orgies de Tibère à Capri. Cela dit, vous le dites vous-même dans votre livre, il y avait quand même dans sa villa de Capri, il y avait des ouvrages pornographiques. Oui, c'était un grand collectionneur de statues et d'ouvrages effectivement pornographiques. Il avait fait rassembler les ouvrages pornographiques, mais d'après ce que nous savons du personnage... c'est c'était un vieux monsieur à ce moment-là qui aimait simplement se promener au soleil, qui mangeait de façon très frugale. Et bon, est-ce qu'il y a peut-être eu une histoire ou deux avec un jeune page ou tout ça, mais certainement pas tout ce que je fais. Mais alors pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps? Pourquoi est-ce que des historiens, pendant des années, ont colporté ce que vous considérez comme des rumeurs? Enfin, des rumeurs, oui, pour beaucoup en tout cas, comme des rumeurs. C'est-à-dire que Tibère est resté dans l'histoire un personnage tout à fait détesté, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sous son règne que Jésus a été crucifié. Oui. Et que pour les chrétiens, Tibère est l'empereur déicide. Même si en fait il n'a rien eu à voir avec la crucifixion de Jésus, il est cependant considéré comme ça. Et c'est pour ça que dans les historiens romains, donc nous avons déjà cette déconsidération, mais après... Chez les historiens chrétiens, ça sera encore pire. Ce qui est vrai, c'est qu'il était détesté par la population, peut-être parce qu'elle ne le voyait pas, et que quand il est arrivé, quand il est mort après sa mort, quand son corps était envoyé à Rome, on a voulu l'envoyer aux Gémonies. J'ai découvert dans votre livre d'où venait le mot. Oui, les Gémonies, c'était l'endroit, c'est un des côtés du Capitole, à Pic, où l'on jetait à l'origine les condamnés à mort. Et bon, à l'époque de Tibère, ça se faisait plus beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a voulu le jeter aux Gémonies et surtout le jeter dans le Tibre. Le Gémonies, ça veut dire qu'on exposait le corps qui était livré à la foule, qui pouvait dépecer. On le jetait du haut de cette roche, et donc on le laissait en bas être la proie de tout ce qu'on voulait. Et puis le jeter dans le Tibre, mais ça c'est parce que les Romains, qui aiment beaucoup les jeux de mots, disaient Tiberis in Tiberim, ce qui voulait dire Tibère au Tibre. Ils avaient les deux mots qui étaient à peu près comparables. Tibère que l'on retrouve, Catherine Salle, dans une biographie, malheureusement je crois qu'elle est épuisée, mais une biographie passionnante que vous avez écrite chez Robert Laffont en 85, Tibère, le second César, et puis on le retrouve dans un livre beaucoup plus récent que vous avez écrit sur l'ensemble des empereurs romains, Voyage chez les empereurs romains, un livre magnifiquement illustré où on voit entre autres la villa de Tibère à Capri, et qui a été illustré par Jean-Claude Golvin et publié aux éditions Errance. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Moi, Claude Empereur de Herbert Wise, disponible en DVD aux éditions Antarctique, et Caligula de Tinto Brass en DVD aux éditions Métrodome. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Arnaud Caillé et Ludovic Asselot, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.